Merci beaucoup. Monsieur Plassa de l'ADEME. Oui, merci. Alors, je vais essayer de reprendre les différentes questions là, assez rapidement qui ont été abordées. Comportement moyen, donc on a vu en fait qu'il y a une explosion des typologies de comportement. Et en fait, si on regarde dans le passé, est-ce que ça aurait été constaté? Je ne pense pas. Il y a eu vraiment de modification des structures familiales, des modes de vie et des modes de travail, des conditions de trafic et des offres. Et devant cette explosion des typologies, il nous faut des outils pour comprendre cela. Et notamment des outils numériques pour comprendre les usages. Et il y a une étude récente qui a été publiée là, par un assureur, Allianz. Les compagnies d'assurance sont elles aussi dans le besoin de connaître les nouveaux usages de mobilité pour pouvoir les assurer. Et l'assureur est, à ce point de vue-là, un acteur important. Sur les profils, en fait, ce qu'on a vu, c'est que je ne pense pas qu'il y ait un désintérêt forcément des jeunes de l'automobile au sens ça ne m'intéresse plus définitivement. Par contre, je pense qu'ils expérimentent progressivement de plus en plus de façons de se déplacer, constatent que c'est satisfaisant, rêvent peut-être toujours d'avoir une voiture idéalement premium, mais en expérimentant et en constatant que c'est performant, ils décalent le moment de l'achat de la voiture. Et c'est ce décalage qui pose problème aux acteurs industriels actuels et qui posera de plus en plus de problèmes aux acteurs industriels actuels. Et comme en plus cette expérience de mobilité, elle progresse en qualité, eh bien on constate qu'on peut se passer ou retarder l'acquisition de l'objet automobile ou la pleine possession. Donc on expérimente la dépossession exclusive de l'automobile. Parallèlement à ça, les contraintes, elles augmentent. Contraintes plus largement sur la liberté d'usage de l'automobile. La Hollande a mis en place un outil, puisque les véhicules sont équipés de GPS, avec une taxe proportionnelle à l'emprise au sol, aux émissions de CO2 et à l'usage de la voiture. C'est-à-dire que si vous êtes dans le bouchon, vous payez plus cher parce que c'est vous qui créez le bouchon. Donc vous payez une taxe mensuelle ou tous les 3 mois. Donc cette contrainte à l'usage, elle est extrêmement puissante et elle va toucher l'imaginaire des utilisateurs. Et progressivement, l'expérience de l'usage de l'automobile va faire de moins en moins rêver dans ce contexte-là. Et parallèlement à ça, il y a des industries qui progressent beaucoup sur l'imaginaire en matière d'expérience vécue par l'utilisateur. Et donc, il y a une transition. L'automobile fait toujours rêver si elle est capable d'incarner tout ça, et toujours pour des offres plutôt premium. Et donc, effectivement, la question, c'est de développer une filière industrielle des mobilités qui fournissent des émotions, ce que vous venez d'indiquer, et de développer une industrie de la multimodalité fluide en temps réel, créatrice d'émotions, ce que présentera tout à l'heure François Moisan, puisqu'on a des projets issus des investissements d'avenir en fait, qu'on soutient sur ce thème-là. Téléactivité e-commerce, là aussi c'est une explosion des modes de façon de rencontrer deux personnes, d'échanger entre deux personnes. Et les verrous, ils sont essentiellement liés en fait aux organisations, aux structures de management des entreprises. La mise en œuvre de solutions de téléactivité ou de télétravail en fait, questionne d'abord le management de l'entreprise, les syndicats, l'organisation, avant de questionner des solutions techniques. La 4G, par exemple, en Corée, a accéléré les téléactivités par l'usage massif des solutions de cloud computing, par exemple. Ça a bouleversé les usages. Et le e-commerce, c'est la même chose. En fait, c'est bien la capacité à modifier la rencontre entre la personne et la marchandise de façon en mélangeant le virtuel et le réel. Et là aussi, les offres et les solutions explosent entre le drive, le m-commerce, la capacité à commander sur son portable ou à être livré dans une gare, dans des box. Tout ça change. Et donc, c'est bien la capacité à gérer la complexité, en fait. Donc, de la même façon, les acteurs industriels aujourd'hui de l'automobile, si on veut développer des services de mobilité, ils sont beaucoup plus complexes, multimodaux, temps réel. Et donc, ils devront être capables de gérer la complexité s'ils veulent être des offreurs de mobilité. Sinon, ils offriront des objets et pas des systèmes de transport. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, Monsieur Roche, Madame Wagner,
Mme Wagner est-elle là? Merci. Et j'ai juste un dernier point. Pardon, Monsieur Plassard. En fait, c'était sur quel comportement moins fréquent faut-il prendre en compte, parce qu'on l'a pas abordé en fait ce sujet ou pas trop. En fait, pour moi, c'est les plus fragiles, ceux qui apparaissent peut-être pas ou pas de façon encore clairement déterminée dans les solutions, à la fois les plus dépendants de l'automobile sans solution alternative, qui travaillent en horaire décalé, faible revenu, etc. Les immobiles, ceux qui ont une mobilité faible et contrainte. Et donc, il y a 2 observatoires en cours qui travaillent sur ces thèmes-là pour essayer de donner une définition à la précarité ou à la difficulté d'être mobile et pour pouvoir établir des typologies, parce que là aussi, il y a plusieurs typologies sociologiques de personnes fragiles, quoi.